Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de France. On va faire le débrief de cette étape numéro 4, étape qui nous emmenait de Redon à Fougères. Fougères c'est en Bretagne, 150 km 400. C'était la dernière étape bretonne, étape toute plate, étape qui était destinée aux sprinters. On a failli avoir une surprise avec Brent Van Moer qui a failli surprendre le peloton. Ce qui est extrêmement rare quand même ces dernières années, surtout sur le Tour de France. Et puis on va parler du grand retour de Cavendish. On parlera également, ça sur tout début de vidéo, de la grève des coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord sur l'histoire de la grève notamment, et puis sur le résultat de Cavendish. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite avec la grève du peloton. Alors ça s'est passé en tout début d'étape, hein. C'était juste après le kilomètre 0. Alors grève du peloton, hein, petite grève du peloton parce qu'on a connu le Tour 98 notamment où les coureurs s'étaient vraiment complètement arrêtés, notamment l'étape 17 avec Björn Riis qui avait dû parlementer toute la journée et l'étape qui au final avait été annulée au niveau du classement général. Là on a quand même fait l'étape, mais le peloton qui a fait grève pour protester contre l'arrivée d'hier que j'avais signalée, qui était dangereuse. Lors du débrief de cette étape, on avait vraiment les 4 paramètres qui sont dangereux pour le peloton moderne, c'est-à-dire qu'on avait un faux plat descendant, qu'on avait une route sinueuse, étroite, et une route en mauvais état avec des graviers notamment, donc ce qui fait un petit peu le cocktail explosif. Donc les coureurs se sont plaints de ça, ce qui est assez rare sur le Tour de France. On était habitué à voir ça, notamment sur le Tour d'Italie, notamment l'année dernière où les coureurs sur l'étape de 250 km, c'était je crois du côté d'Asti, sur le Tour d'Italie l'année dernière lors de l'étape numéro 19, qui s'était plaint notamment des transferts. C'était quelque chose qu'on voyait énormément sur le Tour d'Italie. Et là, sur le Tour de France, c'est la première fois depuis encore une fois 98. Non, pas depuis 98. Depuis le Tour de France, c'était 2007 ou 2008 où les coureurs français étaient partis en retard sur une étape. Alors je ne sais plus c'était laquelle. Mais il y avait eu ça pour se plaindre des contrôles antidopage à l'époque qui n'étaient pas assez poussés pour eux. Mais c'est quelque chose d'assez rare et on voit bien qu'il y a un problème avec ce Tour de France quand même. Problème d'organisation, là j'ai regardé quand même un petit peu le final de l'étape, même si je ne suis pas chez moi comme on voit avec le décor. Hier et même depuis le début de ce Tour de France, je trouve que sur les endroits dangereux, nous n'avons pas énormément de policiers qui font de la signalisation. On n'a pas beaucoup, vous entendez ces bruits de sifflet assez régulièrement sur le Tour de France, et bien ça j'en ai très peu vu. Et je pense qu'au niveau de l'organisation du Tour de France cette année, il y a des petites lacunes, surtout en Bretagne. Alors on va voir si ça va s'améliorer dans les jours à venir. Notamment pour l'étape de Châteauroux, où l'arrivée, à un moment il y aura un endroit assez critique dans le final. Notamment également pour l'étape du Creusot, où le final est également assez serré. On verra si ça s'améliore. On va revenir également sur Cavendish qui est de retour, mais ça sera pour les coureurs au top. Et on s'attaque tout de suite au bilan des Bleus. Et du côté du bilan des Bleus, on commence avec Nasser Boigny. Nasser Boigny qui aujourd'hui est le Français du jour. Il prend la deuxième place de l'étape juste derrière Mark Cavendish. Ça fait 2 jours d'affilée où ça se passe plutôt bien pour Nasser Boigny, hein. Hier 3e de l'étape, aujourd'hui 2e. Quand on avait fait l'émission Départ fictif, vous m'aviez posé des questions sur les sprinters et je vous avais dit peut-être faire attention à... Je crois m'appeler que j'avais dit ça, à vérifier quand même. Que j'avais dit Nasser Boigny, faire attention à lui parce que certes, on l'a peu vu depuis le début de saison, notamment à Cholet-Pays de Loire, mais il avait quand même été performant sur l'étoile de Bessèges lors notamment de la première étape où il m'avait vraiment fait une belle impression ce jour-là. Mais c'était un coureur qu'on avait peu vu, notamment à cause de sa pénalité, hein, de son exclusion de 2 mois à peu près de la part de l'UCI après son sprint irrégulier à Cholet-Pays de Loire où il avait fait un sprint très dangereux. On en avait parlé, on avait fait le débrief de cette course, où ça avait été assez dangereux du côté de Nasser Boigny. Et pendant ce temps-là,
il a pu faire du jus, il a pu travailler. Il est revenu très peu de temps avant le Tour de France, parce que si je regarde sur Pro Cycling Stats son calendrier avant le Tour de France, il a fait le Tour de Belgique, où il était déjà pas mal sur le Tour de Belgique en passant. Il avait pris la 5e place. Mais voilà, il a quasiment pas couru pendant 2 mois, entre la route Tourangelle, où il avait pris la 2e place, cette manche de Coupe de France, et le Tour de Belgique. Il avait été très performant sur le championnat de France, et je vous avais dit, quand on fait top 20 en étant sprinter sur un parcours de 4000 mètres de dénivelé positif, c'est un coureur qui est donc en forme. Et bien là, ça se confirme avec ce début de Tour de France. Il ne lui manque plus qu'à en claquer une, parce que je rappelle que Nasser Boigny a une petite particularité dans son palmarès, c'est qu'il a remporté une étape sur la Vuelta, une étape sur le Tour d'Italie, mais qu'il lui manque une étape sur le Tour de France. Et des coureurs qui ont remporté des étapes sur les 3 grands tours, eh bien, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc on espère que ça arrivera pour Nasser Boigny, peut-être à Châteauroux, peut-être également en 2e, 3e semaine, même si ce n'est pas forcément le coureur qui passe le mieux la montagne. Et donc il faudra se méfier dans ce genre de situation. On continue du côté des coureurs français avec Christophe Laporte. Christophe Laporte, c'est son premier sprint du Tour de France, parce qu'on ne l'avait pas vu hier. Christophe Laporte, il s'était fait avoir, si je regarde, à vérifier. Oui, hier, il s'était fait avoir du côté de Pontivy, il fait 127e. Christophe Laporte qui fait 7e. On pourrait dire que c'est pas forcément un bon classement, sauf qu'il y avait Pierre-Luc Péréchon dans l'échappée. Ce qui n'est jamais facile quand on est dans cette situation-là dans une équipe, c'est d'avoir un coureur en échappée et le sprint à préparer derrière. Surtout que Pierre-Luc Péréchon, jusqu'à 10 km de l'arrivée, il était en possibilité de revenir quand même un petit peu sur Van de Moer. Donc du côté de Christophe Laporte et de la Cofidis, on n'a pas pu bien préparer cette arrivée, mais du côté de Christophe Laporte, j'ai l'impression quand même que les jambes vont de mieux en mieux. Il faut faire attention, Christophe Laporte, c'est un coureur qui passe très très bien la montagne, très bon 2e et 3e semaine. On se souvient qu'il avait fait 2e place sur le Tour de France derrière Arnaud Démare en 3e semaine, donc il faudra faire attention à Christophe Laporte sur cette 3e semaine, mais c'est de bon augure pour la suite de ce Tour de France. Par contre, on va passer aux déceptions du côté des Français. Première déception, c'est Bryan Coquard. Bryan Coquard 17e. Bryan Coquard que j'ai trouvé bien seul dans le final, le coureur de BNB Hotel. C'est dommage parce que techniquement chez BNB Hotel, l'équipe est quand même en majorité à son service, parce que après Quentin Paché et Pierre Rolland, on peut mettre le reste de l'équipe à son service. Et j'ai trouvé qu'il était bien seul, notamment, je sais plus, c'est à 3 ou 4 km de l'arrivée, où il remonte dans le peloton, on le voit juste derrière Mathieu Van Der Poel. Et là, je me suis dit, ça sent pas bon, parce qu'il est quand même devant le peloton en n'ayant pas d'équipier. J'avais quand même vu un petit peu l'arrivée de cette étape. Je me suis dit, ça va pas être facile pour Bryan Coquard. Et on voit quand même que c'est un coureur qui se retrouve quand même dans le train, on va dire, de l'équipe Alpecin Phoenix, et qui n'arrive pas à suivre les roues. C'est un sprinter qui est vraiment en manque de confiance depuis le début de saison. On s'en était aperçu notamment sur Paris-Nice, où il avait pris la 3e place avec l'étape où il était idéalement placé, l'étape qu'avait remporté Serge Boll. C'est un coureur qui n'arrive pas à avoir la confiance, et c'est vrai que Bryan Coquard, je vais regarder rapidement ça, les victoires de Bryan Coquard la dernière, c'est la route d'Occitanie, c'est de la date de l'année dernière, de août de l'année dernière. Ça fait quasiment 1 an qu'il n'avait pas gagné, et entre la victoire sur la route d'Occitanie et sa victoire sur l'Arctic Race of Norway, il y avait 1 an également. Donc c'est un coureur qui ces dernières années gagne peu, et ça serait bien de retrouver le chemin de la victoire, même si on dit qu'il est sur le départ de l'équipe BNB Hotel. On l'annonce chez Cofidis pour remplacer Christophe Laporte, qui irait du côté de l'équipe Jumbo Visma. Et puis aujourd'hui, Arnaud Démare, que s'est-il passé pour Arnaud Démare? Alors je crois qu'il s'est fait enfermer lors des ronds-points aux alentours de 2 km de l'arrivée, parce qu'il était côté gauche de la route, et après il a complètement disparu, et on voyait bien ses équipiers essayer de le retrouver dans le peloton du côté d'Arnaud Démare. C'est pas un très bon début de Tour de France, Hier chute, aujourd'hui mal placé dans le final. Je rappelle que l'équipe lui fait confiance depuis le début du Tour de France. Il y a 2 leaders chez Groupama, lui et David Gaudu. Ça se passe quand même beaucoup mieux pour David Gaudu qu'Arnaud Démare. Il va falloir améliorer ça, notamment lors de l'étape de Châteauroux, parce que sinon, ça pourrait commencer à cogiter dans la tête d'Arnaud Démare, qui
pourtant avait été très bon, notamment sur les boucles de la Mayenne, en fin mai, début juin, je crois me rappeler au niveau des dates. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top, et du côté des coureurs au top, on va parler du vainqueur de jour, Mark Cavendish. Mark Cavendish qui en plus fait la bonne opération en remportant ce sprint, car il avait également remporté le sprint intermédiaire du côté de Vitré. Il remporte, il est leader du maillot vert. Alors du côté de Mark Cavendish, le maillot vert, c'est pas forcément l'objectif numéro 1. On sait qu'il passe assez mal la montagne. Même si cette année, sur certaines étapes de montagne, notamment dans les Pyrénées, je crois notamment l'étape de Luzardiden, on a mis des sprints intermédiaires pour les sprinteurs en début de journée. Donc il faudra voir comment ça fonctionnera pour Mark Cavendish dans ce genre d'étape, s'il sera encore sur le Tour de France à ce moment-là, parce que Mark Cavendish, il a quand même fait cette année beaucoup de courses, on va dire, de seconde zone, notamment le Tour de Turquie. Là, ce qui est très très fort avec Mark Cavendish, c'est que tout d'abord, il remporte une victoire sur le Tour de France. Ça n'était pas arrivé depuis 2016. Il remporte également une World Tour. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps du côté de Mark Cavendish. 3 années de galère, on va dire, entre 2020 et 2018. L'année 2020 n'avait pas été si catastrophique que ça, notamment le Tour d'Arabie Saoudite, où je le répète assez souvent, quand il était à la Bahreïn Victorious, à l'époque il s'appelait Bahreïn McLaren, où il avait été lanceur de Phil Boaos. Il avait fait du bon travail comme lanceur de Phil Boaos, mais entre-temps, il y a eu le confinement, et après le confinement, je pense que la discussion était rompue avec son équipe, et on l'avait déjà vu assez peu de fois, et notamment sur les courses belges, en pleurs, pas loin de l'abandon. C'était, je ne sais plus sur quelle classique flandrienne, cette image-là. Et du côté de Mark Cavendish, ça fait du bien de le revoir au top. Depuis le début d'année, on avait vécu le Tour de Turquie, on avait fait le débrief du Tour de Turquie où j'avais dit on a retrouvé quand même du Cavendish. Alors, c'était pas sûr qu'on ait retrouvé le grand Cavendish parce que l'opposition du côté des sprinteurs n'était pas énorme autour de Mark Cavendish à ce moment-là, mais j'avais dit à ce moment-là, il faudra peut-être faire attention autour du coureur britannique. En tant que lanceur, je ne m'attendais pas à ce qu'on le mette en tant que leader, mais il y a eu la situation avec Sam Bennett, le problème de genou de Sam Bennett, on ne sait pas trop vraiment si c'est réel, qu'aurait été voir un médecin qui n'était pas un médecin de l'équipe de Koenig, qui serait le médecin de Christopher Froome, qui n'aurait pas réussi grosso modo à remettre son genou en place. Le problème, c'est qu'il était prévu sur le Tour de France et donc il a été enlevé de l'équipe du Tour de France, en sachant qu'également Sam Bennett serait en partance pour revenir dans l'équipe Bora, l'équipe de ses débuts, et que Patrick Lefebvre voudrait même le licencier du côté de l'équipe de Koenig. Du côté de Mark Cavendish, je vais revenir sur Mark Cavendish. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que déjà il remporte 2 sprints à 30 km d'écart, 35 km d'écart entre le sprint intermédiaire et l'arrivée finale. Deuxième sprint, où j'avais déjà noté sur le Tour de Turquie, il a adopté une position assez proche de celle de Caleb Ewan, avec la tête très basse au niveau du guidon, au niveau de la potence, mais surtout le braquet démentiel qu'il a réussi à emmener. J'ai l'impression aussi qu'il n'est pas parti à 200 mètres, mais un peu plus tôt que 200 mètres du côté de son sprint Cavendish. Et en plus, il a réussi à se relancer alors qu'il a été bloqué. C'est-à-dire au tout début du sprint, on voit qu'il veut aller vers la droite de la route et en fait, il s'aperçoit que le chemin est bloqué, donc il va partir vers la gauche, mais il est obligé un petit peu d'arrêter de pédaler. Et c'est très très fort de réussir à se relancer sur un sprint, ça montre qu'il est en très très grande forme, Mark Cavendish, et il faudra faire attention à lui sur la suite de ce Tour de France, notamment du côté de Châteauroux, sur la suite de cette première semaine, parce qu'après, il faudra voir la récupération pour Mark Cavendish, mais le revoir au top, ça fait du bien, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, quand vous voyez son braquet, vous avez plus l'impression de voir André Greipel sprinter que Mark Cavendish. Deuxième coureur au top, c'est Brent Van Moer, le baroudeur de la Lotto, encore impressionnant aujourd'hui, il a fait douter le peloton. C'est peut-être aussi pour ça que Cavendish a réussi à s'imposer, parce que Cavendish a toujours aimé les sprints un peu décousus. Sa première victoire, notamment sur le Tour de France à Châteauroux, où il avait réussi à s'imposer, alors que Nicolas Vaugondi était parti notamment en échappée ce jour-là et qu'il avait été repris à 75 mètres de l'arrivée. Et ben, cette victoire-là, elle ressemble énormément à cette étape de Châteauroux. Je vous invite à la regarder. On reviendra même sur cette étape lors de la présentation de l'étape numéro 6 qui nous emmènera entre Tours et Châteauroux. Du côté de Brent Van Moer, là j'ai vu
Thomas de Gent, vraiment à l'avant du peloton, c'est-à-dire le Thomas de Gent, même des débuts, le Thomas de Gent de Vacances Soleil, pas forcément le Thomas de Gent de la Lotto Soudal, c'est-à-dire un baroudeur qui tente de faire le maximum, qui part sur une étape qui normalement ne convient pas aux baroudeurs, parce que j'avais dit ce matin du côté des baroudeurs, il y a quand même peu de chances que ça soit une étape très intéressante pour eux, et pourtant il a réussi à faire douter le peloton. Il lui manque 5 km, 6 km, parce qu'on s'aperçoit à 5 ou 6 km de l'arrivée, comme on dit un petit peu dans le jargon cycliste, ça commençait à pédaler carré, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur, Brent Van Moer. Mais il a failli nous refaire quand même la même qu'au Dauphiné Libéré, sur un terrain qui était totalement différent. Sur le Dauphiné Libéré, le terrain était beaucoup plus vallonné. Et ça, c'est assez impressionnant du côté de Brent Van Moer. Et puis je termine avec Michael Matthews. Pourquoi Michael Matthews ? Parce que le coureur australien, je pense, réalise le meilleur début de Tour de France de sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a encore fait un bon résultat. Michael Matthews, il finit 4e de l'étape. C'était déjà 4 ou 5 hier, il avait fait une belle journée encore Michael Matthews. Et surtout, ce qui est intéressant à signaler Michael Matthews, c'est qu'il est pour le moment 3e du classement du maillot vert, en sachant que devant lui, c'est Mark Cavendish. On sait que Mark Cavendish, c'est pas forcément le coureur qui passe le mieux les difficultés, et c'est pas forcément le coureur qu'on retrouvera en 3e semaine. Et qu'on retrouve également Julien Lafilippe. Bon, Julien Lafilippe, on sait qu'il va être encore à l'avant sur certaines étapes, mais il ne jouera pas le classement du maillot vert. C'est-à-dire que Michael Matthews est peut-être le leader virtuel pour le moment de ce classement du maillot vert. Et ça, c'est très intéressant, surtout que l'équipe Bike Exchange, à part Chavez, et pour le classement général, Chavez, séparément une assurance tout risque, on peut dire que du côté de Matthews, on peut être le leader numéro 1 dans cette formation. Et puis je vais finir assez vite parce que je vois que je suis à 17 minutes de vidéo déjà avec les flops. Du côté des flops, de toute manière, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui sur cette étape. Moi, j'ai mis André Greipel. Bien entendu, c'est vrai que si on compare Mark Cavendish, André Greipel, bon, je sais que certains s'étaient un petit peu emballés après ces résultats sur le Tour d'Andalousie, notamment en fin du mois de mai, début du mois de juin. Moi, j'avais vu que les arrivées d'étapes et je l'avais trouvé bon, mais il y avait une adversité qui n'était pas énorme non plus. Du côté de Cavendish, face à Greipel, on les avait vus une fois, c'était au Tour de Turquie et Cavendish avait quand même explosé André Greipel à ce moment-là. André Greipel, on a les limites d'un coureur qui, contrairement à Cavendish, n'a pas fait évoluer sa manière de sprinter. Et c'est peut-être ça l'erreur d'André Greipel, c'est qu'il sprinte toujours de la même manière alors qu'il n'a plus les mêmes qualités physiques. Je pense que André Greipel aurait dû tenter de sprinter de plus loin, d'essayer de devenir un sprinter un peu plus long. Et il continue de sprinter à 200 mètres et on sent qu'il n'a plus l'explosivité qu'il avait il y a encore 5 ou 6 ans. Et c'est vrai que quand on compare Cavendish et Greipel, aujourd'hui il y en a un qui s'impose après 4-5 années de galère. Et de l'autre côté, Greipel qui finit 10e, même si c'est un peu mieux quand même que les années précédentes du côté des Greipel, il en manque un peu. Et puis du côté d'Israël, on ne le paye pas pour faire 10e d'une étape, très clairement. Surtout que c'est le leader de l'équipe, alors que dans cette formation, on a quand même Hofstetter, on a Rudy Barbier, pardon. Donc on a quand même du monde au balcon du côté des sprinteurs. Et puis je termine avec Colbrelli, 11e Colbrelli seulement. On s'attendait quand même à un petit peu mieux de Sonny Colbrelli sur le début de ce Tour de France, notamment sur l'étape. Moi, j'attendais à mieux sur la première étape de ce Tour de France à Landerneau de la part de Colbrelli. J'attendais mieux également lors de cette étape aujourd'hui, parce que le parcours était peut-être dans le final un peu technique, un peu vallonné. Alors, j'en avais pas fait mon favori pour l'étape, mais on s'attend quand même de Colbrelli qu'il fasse mieux que 11e. Et j'ai l'impression que ça va le mettre un petit peu en doute, Sonny Colbrelli, dans les jours à venir, malgré le super Dauphiné qu'il nous avait fait. Mais en même temps, il avait fait un super Dauphiné. Du côté du sprint, il y avait un petit peu personne aussi. Surtout que Venturini avait abandonné assez vite. Donc c'est un peu facile de faire des belles performances. Quand vous n'avez pas d'adversaire, c'est un peu plus difficile quand il y a du monde. Et du côté de Colbrelli, j'attends de voir, mais pour le moment, c'est pas un bon début de Tour de France. Et surtout, je trouve que dans le final, du côté de l'équipe Bahrain Victorious, ça manque de monde. Et les lacunes de cette équipe, on les avait déjà vues au Dauphiné. Et on peut se dire que c'est assez incompréhensible qu'on n'ait pas réussi à trouver des solutions, des coureurs à mettre pour réussir à faire beaucoup mieux autour de Sonny Colbrelli.
C'est la fin de cette vidéo. Demain, c'est contre la montre du côté de Laval. Il y aura la présentation de l'étape. Elle est déjà prête. Elle sera en ligne. Vous pourrez la retrouver à 7h30. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve donc pour faire le débrief de l'étape numéro 6. Plutôt l'étape numéro 5. On va s'y retrouver demain soir. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.